Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette chance d'exploration à vous les jeunes à la maison afin de vous aider, vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue. Alors comme vous le savez les jeunes à la maison, cette semaine c'est la semaine thématique de la fonction publique. Alors, on va avoir plusieurs professionnels qui vont nous expliquer en détail leurs fonctions au sein de la fonction publique. Et on commence en force aujourd'hui avec Madame Anne-Sophie Saint-Gelais, qui est conseillère en communication. Bonjour, Madame Saint-Gelais. Bonjour, Audrey-Anne. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Le domaine des communications, c'est un domaine assez large, donc ça va être une belle occasion aujourd'hui d'en apprendre davantage sur en quoi ça consiste plus précisément dans votre quotidien. Avant de commencer, Madame Saint-Gelais, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi vous avez accepté notre invitation, pourquoi c'est important pour vous de vous adresser à la jeunesse aujourd'hui? Oui, bien d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de participer avec vous aujourd'hui. En fait, comme vous l'avez mentionné, Andréane, les communications sont c'est un domaine très large et il y a une variété d'emplois différents qui est possible de faire. Souvent, plusieurs emplois, en fait, même qu'on connaît pas ou qu'on n'est pas au courant que c'est possible de faire. Donc, je dirais qu'en général, communication, c'est bien connu comme mot. On a une bonne idée de façon générale, mais on ne connaît pas précisément les différents emplois. Donc, c'est pour ça en fait, que je voulais participer pour aider à démystifier un des rôles qui est possible de faire là, en travaillant en communication. Et puis, si on parle maintenant de votre employeur, donc vous travaillez comme conseillère en communication au commissaire de l'éthique et de la déontologie. Si on veut pister un peu les jeunes, en quoi ça consiste cette organisation-là? Qu'est-ce que c'est plus concrètement? Oui. En fait, le commissaire à l'éthique et à la déontologie, c'est une des 5 personnes désignées par l'Assemblée nationale. En fait, la commissaire a pour rôle de veiller au respect du code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, donc les députés, et leur personnel politique. En fait, le commissaire a 3 missions principales. Donc, je dirais, la première, c'est d'accompagner les élus, en leur donnant des avis ou en les conseillant là, par rapport à leurs obligations éthiques et déontologiques. Ensuite, on a un volet coercitif. Donc, lorsqu'on a des motifs raisonnables de croire qu'un élu pourrait être en manquement au code d'éthique, le commissaire peut appliquer là, un volet coercitif, donc faire des enquêtes. Puis, on a finalement un troisième volet qui est le volet d'information. Donc, sensibiliser, oui, les élus, oui, en fait, toute la clientèle, mais aussi le public. Donc, sensibiliser le public là, aux obligations éthiques et déontologiques des élus. Puis, mon rôle à moi se trouve vraiment dans ce troisième volet-là d'information et de sensibilisation. Donc, si je comprends bien, c'est un mélange de politique et de juridique là, au sein de votre organisation. Oui, exactement. En fait, on est une très petite équipe composée d'une très grande majorité d'avocats. Donc, c'est les avocats là, qui donnent les avis et qui font des enquêtes. Puis, bien évidemment, on a le volet politique là, puisque notre clientèle relève du domaine politique. Et si on parle plus concrètement de vos fonctions, à quoi ça ressemble une journée type comme conseillère en communication? En fait, la réponse classique, c'est qu'il n'y a pas de journée type pour un conseiller en communication. Parce qu'en fait, ça va dépendre des projets qui sont en cours, mais ça va aussi dépendre de l'actualité, donc qui parfois va nous imposer une situation là, ou des choses à gérer. Puis moi, comme ça, en fait, je porte plusieurs chapeaux. Donc, j'ai le chapeau de conseillère en communication, mais je m'occupe aussi des relations institutionnelles, donc du développement de l'organisation là, auprès de partenaires. Donc, en fait, si je résume là, de façon générale, mes journées, en fait, mon rôle, je dirais, c'est d'exploiter des idées, des projets, de leur donner une vision, de les valoriser, les coordonner et les communiquer dans le but là, de donner un sens à la mission de l'organisation, de l'institution et de communiquer en fait ce que l'institution fait au quotidien. Puis, comme je l'ai dit, en fait, mes journées peuvent être en fait, l'actualité peut imposer un peu venir changer mes horaires ou m'imposer là, des choses au cours de ma journée. Donc, il faut quand même tout le temps laisser la porte ouverte à l'imprévu. Puis sinon, ben, je dirais que j'utilise quotidiennement là, ma réflexion, mes compétences techniques, ma créativité aussi, ce qui fait que mes journées, mes semaines sont quand même tout aussi là, intéressantes et divertissantes les unes que les autres.
Puis, je dirais que il y a quand même des tâches, là, même s'il n'y a pas de journée typique, il y a quand même des tâches là, qu'on effectue chaque jour. Je dirais, mais en fait, il y a la veille qui est extrêmement importante. Donc, lire la revue de presse, suivre l'actualité là, au cours de la journée, autant dans les médias traditionnels que sur les médias sociaux. Et vu qu'on est dans le domaine politique, là aussi, suivre les travaux de l'Assemblée nationale. Sinon, il y a la coordination de projet. Donc, dépendant d'à quelle étape le projet on est rendu, là, je pourrais être en train d'élaborer des plans, donc au tout début d'un projet. Sinon, ça pourrait être de faire des suivis, de préparer des outils ou de mettre en œuvre là, les actions qui ont été ciblées là, dans le plan. Puis, il y a beaucoup de rédaction là, en communication, évidemment. Donc, on rédige là, beaucoup des courriels, des projets de lettres, des actualités, des allocutions et des messages pour les médias sociaux, entre autres. Et sinon, évidemment, là, il y a tout le temps la communication avec les collègues, donc coordonner, en fait, consulter les courriels, répondre aux collègues, répondre aux partenaires, répondre aux citoyens aussi, puis gérer les médias sociaux là, qui font aussi partie du quotidien. Vous avez mentionné plusieurs qualités là, qui facilitent votre travail, entre autres la créativité. C'est super important dans le cadre de vos fonctions. Puis aussi peut-être l'aspect de l'autonomie qui doit être très important. Quand vous dites que vous êtes en charge de nombreux projets notamment, bien il faut les créer, il faut être créatif pour créer ces projets-là. Puis il faut être autonome aussi pour justement la gestion des échéanciers puis des étapes qui sont nécessaires là, pour arriver à bout du projet. D'ailleurs, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de certains projets que vous avez réalisés? Ça pourrait peut-être éclairer les jeunes. Oui, tout à fait. En fait, un exemple récent en fait, dont je peux maintenant parler aujourd'hui, c'est un balado. Donc, quand je suis arrivée au commissaire il y a 1 an, il y avait une idée très embryonnaire. Là, un de mes collègues avait soulevé l'idée de faire un balado là, pour aider justement à démystifier le rôle du commissaire et aussi aider à sensibiliser là, sur les différentes dispositions qui sont au code d'éthique. Donc, c'était une idée. Puis moi, j'ai pris cette idée-là, en fait, et je l'ai développée là, presque de A à Z, là, évidemment avec la collaboration de mes collègues. Mais on voit qu'1 an plus tard, on a réussi finalement à sortir le produit final. Donc, ça a impliqué, évidemment, au début de faire des plans, de faire de la recherche, de s'informer sur comment ça fonctionne, sur qu'est-ce qu'il faut, sur les besoins. Puis, évidemment, de faire des pratiques, des projets pilotes, de faire des tentatives, essayer, faire du montage aussi. Puis, une fois que le produit est fait, il faut évidemment le communiquer. Donc, il faut élaborer une stratégie de communication pour le lancement, pour comment est-ce qu'on va partager les épisodes qui vont suivre. Donc, ça, c'est un des projets. Sinon, ça peut être très varié. Au commissaire, en fait, une des particularités avec le commissaire, c'est que la commissaire est aussi présidente d'un réseau, le réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire. Donc, c'est un réseau international qui est dans le milieu, en fait, de la francophonie internationale. Puis, comme la commissaire en est la présidente, en fait, et que je m'occupe du volet des relations institutionnelles, donc je m'occupe, en fait, de coordonner les activités de ce réseau-là aussi. Donc, en fait, je m'occupe de mettre de coordonner, en fait, les communications avec les membres du bureau, mais aussi de mettre en place là, les différentes actions. Donc, ça implique de créer des comités de travail, de faire des rencontres, de faire des plans. Par exemple, on développe là, des formations. Donc, on s'informe, on regarde qu'est-ce qu'on veut mettre dans la formation. Donc, il faut cibler des objectifs, faire un plan, cibler le contenu à mettre aussi, la façon dont on va partager cette formation-là aussi. Donc, c'est très, très varié, là, je dirais. Nos semaines sont toutes très différentes. Si on parle maintenant des outils ou du matériel que vous pouvez utiliser pour faciliter justement toute cette gestion de projets quotidiens, qu'est-ce que vous utilisez? Bien évidemment, la base, là, c'est un ordinateur et un téléphone cellulaire. Au commissaire, on utilise Office 365, donc je travaille en fait tous les jours avec Word, avec Excel, qui est très pratique là, pour faire justement des échéanciers sur des plans. Donc j'utilise beaucoup Excel, PowerPoint pour des présentations. Je communique en fait avec mes collègues via Teams, qui est aussi par Office 365.
Sinon, pour les médias sociaux, ça va être des applications, là, surtout sur le téléphone, là, pour suivre nos fils d'actualité, suivre en fait les statistiques ou gérer en fait le contenu et les échanges qui viennent sur les différentes plateformes. Et pour la veille, il existe aussi vraiment différents outils qu'on peut utiliser. Là. Il y a par exemple Eureka, qui est une plateforme qui nous permet de faire de la recherche là, pour des articles qui sont parus dans les médias. Sinon, nous, en fait, on a la chance de recevoir là, une revue de presse déjà dans notre boîte courriel le matin. Donc, on a déjà un certain ménage de fait là, dans l'actualité. On reçoit en fait l'actualité politique et autres, et qui est très utile. Mais il existe aussi là, d'autres outils, là, par exemple des Google Alertes là, qui nous permettent de recevoir directement dans notre boîte courriel là, des alertes en temps réel sur des articles qui sont publiés là, sur différents sujets. Vous me faites penser à une autre qualité, je pense, qui est importante dans votre travail. J'imagine qu'il faut être assez curieux. Vous dites qu'il y a énormément de lecture, il faut se garder informé puis à jour dans toute l'information qui circule, surtout dans le domaine politique, ça va vite. Oui, effectivement, je dirais que la curiosité est très importante parce qu'en fait, c'est ce qui nous motive au quotidien là, à aller chercher de l'information puis à rester informé. Puis l'autonomie, on en a parlé un peu tantôt aussi, là, qui est très importante, surtout dans une petite organisation. Là, ça peut varier là, dans le secteur public parce qu'il y a des ministères qui sont très gros, donc il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les directions des communications. Mais de mon côté, au commissaire, on est une très petite équipe, donc je suis la seule responsable là, des communications. Donc, je dois être assez autonome, il faut prendre les devants souvent, il faut anticiper aussi, donc voir venir où il va y avoir des besoins aussi. Puis il faut aussi être autonome, mais on dépend aussi beaucoup de l'information qui est fournie par nos collègues, là, parce que moi, je suis conseillère en communication, ma formation est en communication, mais le domaine d'activité, c'est l'éthique, la déontologie, donc j'ai pas nécessairement de formation en éthique et déontologie, donc dans ce cas-là, mes collègues vont être très utiles là, pour me transmettre de l'information, m'expliquer, donc c'est important aussi de rester tout le temps en contact avec ses collègues. Voilà, puis je dirais bien évidemment la gestion du stress et de la pression qui sont des qualités très importantes parce que l'actualité, je l'ai dit, je le rementionne, l'actualité peut vraiment venir changer nos plans. Il faut être en mesure de réagir rapidement, de réagir aussi sans laisser le stress prendre le dessus. Donc, c'est important de savoir gérer justement son stress, gérer la pression pour être capable là, de remettre nos livrables là, à temps et rapidement. Donc, une bonne capacité d'adaptation à travers ça. Si on parle de la formation, vous avez mentionné, vous, que vous avez un bagage en communication. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage des préalables? Qu'est-ce que ça prend comme papier, comme certification pour exercer comme conseillère en communication? Oui, en fait, il n'y a pas de parcours unique. En fait, je peux vous donner mon exemple. Moi, quand je suis sortie du secondaire, en fait, j'ai fait une technique au cégep, donc en journalisme. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat en communication publique, en volet relations publiques. Et j'ai aussi fait une maîtrise après mon bac en affaires publiques. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de préalable pour l'université. Donc, au cégep, c'est possible de faire à peu près n'importe quel programme. Les gens vont probablement vouloir faire davantage des sciences humaines parce que c'est un peu moins difficile, donc il n'y a pas de mathématiques ou de grandes sciences, par exemple de la chimie ou de la bio. Mais ça serait possible aussi de faire des sciences naturelles, par exemple, d'aller en communication. Je dirais que ce qui est important, c'est peut-être quand on a une idée là, qu'on veut aller en communication, de peut-être regarder déjà les différents programmes, puis les prérequis pour ces programmes-là, parce que des fois, on pourrait être surpris là, par les prérequis. Par exemple, à l'Université Laval, il fallait avoir un certain cours de mathématiques. Donc, évidemment, en journalisme, on n'avait pas de mathématiques, donc il a fallu que je fasse ce cours-là par mes propres moyens là, avant l'université. Puis sinon, c'est possible quand même d'être accepté à l'université puis de faire ce cours-là à la première année d'université, mais c'est pas compté dans notre formation, donc ça prend la place d'un autre cours, ce qui est à prendre en considération. Puis les cotes aussi sont... En fait, la plupart des programmes sont contingentés, ce qui pourrait surprendre là, les gens en communication parce qu'en fait, la demande semble beaucoup plus élevée que le nombre de places disponibles, mais les cotes ne sont pas nécessairement élevées. Donc, de façon générale, je pense que tout le monde réussit à rentrer dans le programme, mais il y a certains programmes là, qui sont
plus spécialisés à l'université qui pourraient avoir une cote plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de regarder ça d'avance là, pour pouvoir se préparer. Puis à l'université, il existe différents types de formations aussi. Donc, moi, j'ai fait le bac à l'Université Laval en communication publique. Le bac offre 3 options. Donc, on peut soit faire le volet en relations publiques, comme j'ai fait. C'est possible aussi de le faire en journalisme ou en publicité sociale. Mais l'université permet aussi de faire la formation générale, donc le bac sans concentration. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant peut vraiment choisir des cours dans les 3 options. Puis le bac, en fait, il n'y a pas de stage qui est obligatoire. Et le bac est très théorique. Donc, c'est ce que j'aime dire, préparer les gens qui me posent des questions là, sur ma formation parce que le côté des communications demande, en fait, d'avoir une certaine expérience. Donc, c'est important là, de développer ses compétences avant d'entrer sur le marché du travail. Mais le bac est très théorique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'expérience dans les implications à l'extérieur des cours. Puis, de prendre toutes les occasions qu'on a. Donc, le bac ne rend pas le stage obligatoire, mais c'est possible de le faire de façon volontaire contre certains crédits. Donc, je conseille vraiment aux étudiants de choisir, de privilégier en fait l'option du stage qui permet vraiment d'avoir une expérience sur le marché du travail et d'avoir une expérience concrète aussi que c'est pas possible d'avoir dans les cours. Donc, ça serait très important. Mais sinon, il existe aussi d'autres bacs dans d'autres universités qui ont vraiment des spécialités là, plus précises. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une formation en communication numérique, en communication et politique, un bac vraiment juste sur les relations publiques, donc sans la formation générale de communication. Donc, c'est important de faire ces recherches. Puis, pour être conseiller en communication, ça ne prend pas nécessairement de maîtrise non plus. De mon côté, je l'ai fait pour avoir une expérience complémentaire, puis pour aller chercher en fait, voir d'autres de mes champs d'intérêt. Donc, j'avais de l'intérêt pour la gestion de projet, par exemple, qui peut être très utile en conseiller en communication. Et en affaires publiques, bien évidemment, on découvre l'administration publique. Donc, quelqu'un qui veut vraiment travailler dans le secteur public, ça peut être une bonne idée aussi de regarder du côté des affaires publiques là, ou de faire un certificat ou peu importe, là, d'aller voir d'autres champs d'expertise, d'autres milieux, d'explorer là, vraiment. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de latitude pour ce qui est de la formation, mais chose certaine, c'est qu'une fois qu'on a terminé son secondaire 5, si on a un intérêt pour les sciences humaines, le côté plus social ou même le journalisme, comme c'était votre cas, là, vous avez fait la technique en journalisme, juste à penser en fait au préalable pour les mathématiques qui peut être exigé pour l'entrée au baccalauréat en communication. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en communication, on peut choisir le volet qui nous intéresse davantage. Dans votre cas, c'était vraiment les relations publiques, mais si on a un intérêt, par exemple, pour les médias sociaux, ça peut être aussi une concentration qui peut être intéressante. Donc, le baccalauréat, c'est vraiment obligatoire, entre guillemets, si on veut travailler comme conseillère en communication. Puis la maîtrise, sans que ce soit nécessairement obligatoire, ça permet quand même de préciser notre expertise, d'aller chercher des compétences plus poussées, plus précises. Et vous avez mentionné aussi l'importance peut-être de faire le stage au niveau du baccalauréat, même si c'est pas obligatoire, ça permet quand même une belle entrée sur le marché du travail et qui sait peut-être même l'acquisition d'un poste en même temps de faire sa formation. Des fois, ils peuvent vous garder les jeunes à même à la fin de votre stage, finalement. Donc, ça peut être des belles opportunités qui s'offrent à vous. En plus de confirmer votre choix pour le domaine, si vous êtes au baccalauréat puis que vous mettez les pieds sur le marché du travail en communication, bien, ça vous permet déjà d'explorer vos possibilités. Puis, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Donc, c'est très, très intéressant. Si on parle plus de votre parcours personnel, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire? Vous avez parlé au départ du journalisme. Est-ce que vous retrouvez un peu cette fibre-là du journalisme dans vos fonctions actuelles ou comment ça s'est dessiné de votre côté? Oui, bien tout à fait. En fait, je dirais que ma formation en journalisme a été très enrichissante. Ça m'a vraiment permis de développer le côté, tout ce qui est rédaction, vulgarisation. Ça a vraiment peaufiné mes compétences en rédaction. Ça, c'est indéniable. Puis, ça m'a vraiment aidé aussi juste à prendre l'habitude de consulter les médias, de faire une veille, de m'intéresser à différents sujets, à différentes personnes,
Donc, honnêtement, je conseillerais vraiment à quelqu'un qui souhaite s'ouvrir davantage et qui souhaite vraiment travailler peut-être en communication, mais dans un domaine très social ou même communautaire. Je dirais que c'est très pertinent comme formation. Même si c'est pas là-dedans que je travaille spécifiquement, c'est un avantage, je pense, d'avoir ça dans mes expériences. Puis je dirais que en fait, ce qui a vraiment orienté mes décisions, mon processus de réflexion quant à ma carrière, c'est beaucoup les expériences et les implications des expériences de stage que j'ai fait. Donc, sans dire que ce que je fais en ce moment, je vais le faire toute ma vie parce que je commence sur le marché du travail. Donc, ça pourrait évidemment continuer à cheminer. Mais mes études ont beaucoup orienté où je suis rendue aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai commencé en journalisme dans l'optique de travailler en journalisme, mais je me suis vite rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait davantage, c'est l'autre côté. Donc, c'est ce qui se passait derrière, donc plus les relations publiques. Puis ça, ça a orienté mon choix pour l'université. Donc, j'avais décidé d'aller à l'université en relations publiques pour justement aller chercher cette expérience, ou cette formation-là plutôt. Mm-hmm. Puis je dirais que en fait, au bac, je me suis impliquée à l'extérieur. Donc, à l'Université Laval, on a la chance d'avoir une agence école de communication là, qui permet à des étudiants de travailler avec des clients. Puis justement d'apprendre dans ce contexte-là. Donc, j'ai participé, là, en fait, j'ai été chargée de projet chez Préambule Communication, qui est cette agence, pendant toute la durée de mon bac, donc pendant 3 ans, ce qui m'a vraiment permis d'aller chercher un côté pratique. Par contre, avec cette expérience-là, évidemment, on misait beaucoup sur le travail en agence de communication. Donc, j'avais dans ma tête d'ensuite poursuivre comme ça après mon bac, puis d'aller travailler en agence de relations publiques. Mais par des stages que j'ai faits, donc j'ai fait des stages au public, dans le communautaire et en agence de communication. Puis je me suis rendu compte que finalement, ce qui venait davantage rejoindre mes valeurs et mes intérêts, c'était plutôt le côté social, donc le côté de l'administration publique ou du communautaire. Puis, de par mes intérêts en politique, finalement, j'ai décidé de travailler ici au commissaire, mais j'avais décidé aussi de poursuivre à la maîtrise justement pour sortir un peu du milieu des communications puis explorer mes autres intérêts que j'avais. Donc, je dirais que c'est un processus de réflexion en continu. Puis, je vais vous partager en fait un conseil, quelque chose qu'un de mes collègues m'a dit la semaine dernière, c'est que c'est important de ne pas se fermer de porte, donc de rester ouvert aux opportunités qui se présentent à nous sans... même si ça dévie du plan qu'on avait. Donc, souvent, là, on va avoir un plan très précis. Donc, on va tout faire là, pour atteindre cet objectif-là. Puis, ça peut nous amener à refuser certaines expériences qu'on n'avait pas considérées. Mais je pense que c'est important de les essayer, ces expériences-là, puis de vraiment voir les différentes possibilités parce que ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait gagner de l'expérience. Puis, au final, même si on n'a pas aimé ça, ça nous aura appris quelque chose. Donc, je pense que c'est important là, vraiment de suivre les différentes portes qui s'ouvrent à nous. Totalement. Puis en espérant aussi que les stages d'un jour pourront reprendre pour que les jeunes, justement, puissent explorer puis clarifier leur choix. Comme vous le dites si bien, même si c'est pas nécessairement la branche qui nous convient, c'est quand même une expérience positive parce que ça permet d'écarter un choix et d'en choisir un autre. On a un peu parlé des secteurs d'activité possibles. Vous avez mentionné le public, le communautaire, puis les firmes de communication. Pouvez-vous nous expliquer davantage un peu c'est quoi ces secteurs d'activité-là? Qu'est-ce que ça comporte plus précisément? Oui, en fait, en communication, c'est possible de travailler, je dirais, à peu près n'importe où pour n'importe quelle entreprise parce qu'évidemment, il y a un besoin en communication dans toute entreprise. Donc, c'est possible de travailler au communautaire, comme j'ai dit, pour les organismes, par exemple, à but non lucratif. Au public, donc comme je le fais en ce moment dans un ministère ou dans un organisme, et au privé. Donc, au privé, ça peut être en entreprise, mais ça peut aussi être en agence. Donc, dépendant de ce qu'on aime, il y a différentes vraiment possibilités. Puis même, il y a
il y a possibilité aussi de travailler pour un secteur d'activité très précis. Donc, par exemple, au commissaire, on travaille davantage dans le milieu politique, mais quelqu'un qui a un intérêt, par exemple, pour l'environnement ou pour tout autre domaine pourrait se choisir une entreprise qui œuvre dans ce milieu-là, puis aller travailler en communication pour eux. Donc, sans avoir de formation en environnement, par exemple, c'est quand même possible de travailler en communication, puis de développer là, ses ces connaissances-là en travaillant pour l'organisation. Puis, il y a vraiment différentes possibilités. Donc, moi, je suis conseillère en communication au commissariat éthique, donc j'en fais beaucoup, mais il y a des conseillers en communication dans certains ministères qui vont avoir des tâches très spécifiques. Donc, ils vont être attitrés seulement aux relations publiques, seulement aux relations avec les médias, seulement à la rédaction ou à la communication interne même. Donc, ils vont diffuser seulement des messages pour les employés à l'interne quand c'est une très grande organisation. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Puis ça c'est quand même un élément important que vous nommez parce qu'au début de l'entrevue, vous avez énuméré en fait les tâches quotidiennes. Mais là, de ce que je comprends, c'est qu'en travaillant au public, si on veut se concentrer, par exemple, sur les médias sociaux et délaisser un peu plus la rédaction, par exemple, ben, c'est quelque chose de possible. C'est pas nécessairement dans toutes les organisations, tous les ministères où est-ce qu'on va devoir faire toutes les tâches. Si on a une tâche préférée, ben, c'est possible de se concentrer là-dessus là, au public. C'est une belle latitude qui est permise à ce moment-là. Oui, tout à fait. Dépendant des organisations, là, il y a vraiment différentes structures. Donc, habituellement, il va y avoir une direction des communications, mais qui peut se diviser. Donc, par exemple, il peut y avoir un secteur web, donc il va s'occuper spécifiquement de tout ce qui a trait au web, donc le site web, la mise à jour des contenus, le développement, tout le côté web. Mais il y a aussi c'est possible de travailler juste en relation de presse. Donc, si l'organisation est très en demande, par exemple, si on prend le ministère de la Santé qui sont beaucoup dans les médias, mais il peut y avoir des gens qui sont attitrés seulement à préparer les messages pour les communiquer ou les messages ou les statistiques là, ou à répondre aux journalistes. Il y en a qui vont être attitrés à la communication interne, comme je l'ai mentionné. Donc, ils vont faire à peu près tout ce qu'un conseiller en communication fait, mais leur public, ça va être les employés de l'organisation. Puis, ben, dans mon cas, je fais un peu de tout. Sinon, ben, il y a des gestionnaires de communauté dans certaines organisations publiques. Il y a des personnes qui sont attitrées seulement aux médias sociaux, par exemple. Donc, c'est possible là, vraiment de faire plusieurs choses. Un autre avantage aussi, si je ne me trompe pas, de travailler dans la fonction publique, c'est que vous avez des beaux avantages, des belles conditions de travail pour ce qui est des horaires aussi, puis d'autres avantages sociaux. Oui, ben c'est évidemment bien connu du secteur public, là, donc il y a plusieurs avantages. Il y a évidemment bon, des avantages sociaux. Pour ce qui est de l'horaire, c'est assez fixe aussi. Par contre, précision pour conseiller en communication, c'est certain que bon, on a l'horaire régulier. Là, en temps normal, l'horaire est, par exemple, c'est assez flexible, donc on peut choisir l'heure où on commence le matin et puis faire un certain nombre d'heures dans la journée, puis ça va déterminer à quelle heure on va terminer en fin de journée. Mais en conseiller en communication, en fait, on peut être appelé là, à travailler en dehors de ces heures-là. Donc, si on a des dossiers qui sont actifs, ça se peut qu'on fasse du temps supplémentaire, par exemple, la fin de semaine ou le soir. Puis la veille ne s'arrête jamais vraiment. Donc, même si on ferme notre ordinateur à 5 heures, bien, ça se peut qu'on continue à faire de la veille malgré nous là, le soir, parce qu'en consultant les médias sociaux, ça se peut qu'on voit des articles passer sur un sujet d'intérêt qu'on va sauvegarder puis qu'on va placer dans nos dossiers le lendemain. Donc, ça à prendre en considération aussi en communication. Donc, même si au public, on a des horaires fixes, ça se peut qu'on dépasse là, parfois. Et en terminant, Madame Saint-Gelais, parce que je vois que l'entrevue est presque terminée, avez-vous un mot de motivation pour les jeunes qui seraient intéressés là, au secteur des communications? Oui, ben en fait, je dirais à tous les jeunes de ne pas hésiter, d'aller, en fait, de cogner à différentes portes puis d'essayer toutes les expériences qui s'offrent à nous, puis de poser des questions, d'être curieux, puis de s'informer, évidemment. Sur ces belles paroles, c'est ce qui conclut notre entrevue. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On a pu en apprendre davantage sur vos tâches quotidiennes, la formation, ce que vous préférez et tout ça. Donc, j'espère que vraiment ça a pu aider les jeunes à la maison là, dans leur cheminement de choix scolaires et professionnels. Donc, merci aux jeunes d'avoir été connectés. Merci à vous encore une fois. Puis, on se revoit pour une prochaine entrevue.